En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et ancien commissaire au plan. Nous parlerons notamment du projet de loi de finances débattu cette semaine à l'Assemblée nationale et qui prévoit 60 milliards d'économies et de hausse d'impôts. Est-ce le retour de l'austérité? Peut-on parler de nouveaux tournants de la rigueur comme en 1983? La France est-elle au pied du mur face au marché financier et à l'Union européenne? Quelles seront les conséquences économiques et sociales? Tout de suite les réponses d'Henri Guénaud en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Alexandre Devecchio. Ravi de vous recevoir ce matin. Nous allons parler des questions budgétaires, mais qui sont aussi des questions économiques et surtout des questions politiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un autre sujet qui vous tient à cœur, qui est très important, c'est la question d'Atos, du rachat d'Atos par des fonds anglo-saxons. 1,9 milliard de dettes qui vont être rachetées par des fonds anglo-saxons. Rappelons qu'Atos est un acteur stratégique qui joue notamment un rôle central dans la cybersécurité, dans la gestion des infrastructures de défense ou dans le contrôle de la commande nucléaire. Est-ce que ce rachat va déboucher nécessairement sur une liquidation de l'entreprise? Est-ce que c'est une menace pour la souveraineté de la France, notamment en matière de sécurité? Alors, ce qui attend Atos, si on continue sur la voie sur laquelle on est engagé, c'est le démantèlement. Démantèlement et la vente à l'encan d'un certain nombre d'actifs, y compris des actifs qui sont stratégiques pour la nation. Et tout ça est le fruit d'une stratégie qui a été une stratégie de nature financière, mauvaise stratégie financière, pas du tout une stratégie industrielle. Pendant des années et qui aboutit aujourd'hui à des solutions qui ne sont des solutions dictées simplement par les financiers et les créanciers, dont une partie d'ailleurs, une partie des créanciers actuels a racheté de la dette. À plus de 4 milliards de dettes, et donc des financiers étrangers rachètent une partie de cette dette. Ils ont racheté déjà, ils ont commencé à racheter de la dette à un prix cassé. Donc il y a des gens qui ont maintenant intérêt à démanteler l'entreprise, à la vendre par appartement pour récupérer pour rentabiliser leurs investissements. Le scandale de cette histoire est quand même que l'État a laissé faire sur une entreprise qui, encore une fois, a une valeur stratégique considérable, à la fois compte tenu de la révolution numérique et aussi de la place de cette entreprise dans nos systèmes de défense. Donc, il y a quelque chose là, il y a un savoir-faire qui est considérable dans cette entreprise. Ça met en jeu aussi l'avenir de ce parti qui s'appelle Bull, qui est une vieille histoire française, dans laquelle il y a une compétence des supercalculateurs et une très grande compétence des supercalculateurs qui est très impliquée dans la politique de défense. Et il est absolument effarant d'assister à ce dépeçage. Et parallèlement, de voir le ministère de la Défense confier la mise au point de supercalculateurs pour la défense à un consortium qui est dominé par Hewlett-Packard, qui est une entreprise américaine. Et entendre dire que tout ça n'a aucune importance, n'aura pas grand effet sur l'indépendance française, est insupportable. Maintenant, c'est chaque fois qu'il se passe, on fait des grands discours sur la réindustrialisation. Chaque fois qu'il y a un problème qui se trouve au cœur de cette problématique, qui se pose au cœur de cette problématique de la réindustrialisation, on l'élude.
l'exclude complètement. Donc, et avec toujours les mêmes discours, mais c'est pas grave, mais au fond, ça changera rien. Alors, un jour, c'est pour le Doliprane. On vous explique, oui, mais comme... Enfin, oui, j'allais y venir. Un jour, c'est pour Athos. Sanofi, la vente de Sanofi, aussi, d'une partie de Sanofi. Est-ce que c'est un problème aussi de bien sûr, c'est un problème, quoi qu'on en dise. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, qu'est-ce que les deux dossiers ne sont pas les mêmes. Sur Sanofi, où il y avait moyen d'activer notamment le décret Montebourg, je crois, pour empêcher la vente. Pourquoi ça n'a pas parce que l'État n'a pas jugé nécessaire de le faire. L'État a considéré que c'était une affaire privée et que ça posait pas de problème. On a pesé un peu sur l'acheteur pour qu'ils prennent des engagements, mais ces engagements, on sait ce qu'ils valent. Ils valent tant que les circonstances ne changent pas. Et puis, si un jour l'actionnaire décide de fermer l'entreprise, il fermera l'entreprise, il ira produire ailleurs. Surtout des médicaments qui faible rentabilité à l'unité, enfin qui rapportent beaucoup au total, mais où les marges sont pas très élevées, mais parce que les prix de vente de ce genre de médicaments sont faibles. Ils ont tout intérêt à aller les produire ailleurs, même pour fournir le marché français. Donc c'est toujours le même problème. Il y a rien d'importance. La question de la souveraineté, ou plutôt de l'indépendance, n'est jamais en cause, soi-disant. Et voilà, petit à petit, on se défait d'actifs stratégiques nécessaires à notre indépendance, qu'elle soit, je dis bien indépendance, c'est-à-dire il ne s'agit pas de tout produire en France, il ne s'agit pas de considérer que nous pouvons tout faire, mais il y a quand même des choses que nous devons conserver, sauf à nous mettre en devenir totalement dépendants sur des sujets essentiels soit des États-Unis, soit d'autres parties du monde. Enfin, pour le dossier Athos, quand une entreprise a plus de 4 milliards de dettes, qu'est-ce que peut faire l'État? Est-ce qu'il fallait nationaliser dans une période d'endettement qui est quand même compliquée? Là, on cherche, ça va relier au sujet du jour, qui est le budget. Oui, parce que ça ne va rien coûter. On cherche des milliards. Ça ne va rien coûter. Oui, ça c'est l'approche comptable, la plus bête qui soit, la plus stupide. Merci, qui n'a rien. Non, mais je me fais le porte-voix. Qui n'a rien Non, mais bien sûr. Des arguments de ceux qui ont jugé qu'il était préférable. On répète ça sans arrêt, mais la question posée, elle est la suivante, c'est parce que qui peut croire que le démantèlement d'Atos ne va rien coûter à l'économie française? Qui peut croire ça? Donc c'est bien, je lui dire, écoutez, on n'a pas les moyens, on peut rien faire, etc. Mais parce qu'on a plus d'argent, mais ça va coûter combien? Voilà, une entreprise aussi importante, qui joue un rôle aussi important, dans lequel il y a autant de savoir-faire. Dans l'industrie de défense, notamment, dans le nucléaire. Mais dans tout. C'est au cœur de la politique industrielle. Il y a la question de la défense, qui est majeure, qui devrait quand même inquiéter un peu plus les pouvoirs publics. Et puis, il y a la question industrielle, c'est-à-dire que c'est la capacité d'Atos à intervenir dans le domaine de la révolution numérique, de l'intelligence artificielle, des services informatiques de très sophistiqués, et des calculateurs à haute intensité, elle a une valeur considérable en termes de compétitivité de notre industrie. Donc voilà, il faut cesser de raconter n'importe quoi. Ce qui me frappe dans le débat actuel, c'est que on se débarrasse avec des arguments invraisemblables de tous les sujets importants, en fait. Voilà, tout va très bien. Écoutez, il n'y a pas d'argent, alors il y a même des gens qui s'interrogent doctement pour savoir si on ne va pas vendre 10% de la SNCF. C'est quand même voilà, alors qu'on vient de renationaliser EDF. Donc l'État, il a plusieurs moyens ce sont les mêmes qui vous disent il faut vendre. C'est pour ça que je vous posais clairement, on a quelques minutes avant de la fin de la toute première partie de cette émission, je vous posais clairement quelles sont les solutions? C'était une renationalisation, à votre avis, si vous aviez été conseiller du président de la République? On a toujours... Là, je ne suis pas ici en tant que conseiller du président de la République, et si vous voulez... On a beaucoup de moyens. On peut faire s'il n'y a pas d'autres moyens, de la nationalisation temporaire. On peut prendre une partie du capital sans nationaliser.
voilà, puis redresser l'entreprise. On peut essayer d'associer des entreprises beaucoup plus impliquées dans le tissu industriel français. Il y a peut-être des acteurs qui peuvent être sensibles à une stratégie de l'État qui les associerait au capital et au devenir d'Atos. Enfin, c'est ça une politique industrielle, mais c'est ça une politique économique, c'est ça aussi une politique d'indépendance nationale dans le monde tel qu'il est, où la question de l'indépendance, de la sécurité des approvisionnements, de l'autonomie technologique devient quelque chose de majeur. Voilà, et refuser sous des prétextes absurdes. Absurde, c'est une entreprise privée. Essayez d'aller faire ça aux États-Unis avec une entreprise comparable. Ça se fera pas. Enfin, je veux dire, l'État américain n'hésite jamais. Le dossier Alstom. Ah bah le dossier Alstom, c'est un cas d'école. Hein. C'est le dossier Alstom que. Il faut se souvenir, Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom, et après on s'est dépêché d'en vendre une partie aux Américains, enfin au General Electric, qui après a revendu d'ailleurs à la France parce que le groupe était, le holding était en difficulté, qu'il a racheté plus cher. Enfin, tout ça est absurde. Et on a affaibli considérablement une entreprise qui est une entreprise, là aussi, qui a la valeur industrielle, la valeur technologique est considérable. Donc derrière, ça a des conséquences économiques, des conséquences en termes d'indépendance et des conséquences sociales. Voilà, mais si on détruit tout ce que nous savons faire, tout notre savoir-faire industriel, il faut arrêter ensuite de faire des discours sur la réindustrialisation. Or, s'il n'y a plus d'industrie dans un monde où tout le monde essaye maintenant, et les Américains les premiers d'ailleurs, à rapatrier une partie de leur production industrielle chez eux, parce que le système productif a besoin d'avoir au cœur de lui-même une force industrielle suffisante, et puis parce que le monde est devenu beaucoup moins sûr qu'avant, et que la sécurité, comme l'avait dit Madame Yellen, qui est secrétaire d'État au Trésor américaine il y a quelques années, il y a 2-3 ans, la sécurité devient plus importante pour les États que la mondialisation à marche forcée de leur économie. Merci Henri Guénaud, on continue à en discuter, notamment de la question du budget. C'est pas sans lien non plus avec la France vendue à la découpe, qui était un peu notre premier thème de l'émission. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio ce matin, en toute vérité, avec Henri Guénaud. On parle des questions budgétaires. Le projet de loi de finances a été débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. Il prévoit 60 milliards d'économies et de hausse d'impôts. La première question, Henri Guénaud, c'est 60 milliards, pourquoi faire ? Pourquoi ce chiffre qui est devenu une sorte de totem, un chiffre symbolique? Est-ce qu'il est seulement symbolique, ou est-ce que si on ne fait pas ces 60 milliards d'économies et de hausse d'impôts, la France va être face à de sérieux problèmes? Vous voyez, on vient de parler d'Atos. On rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, mais le dépeçage d'Atos, entreprise stratégique. Mais ce qui est le plus frappant dans ce dossier, et c'est la même chose aujourd'hui pour le débat budgétaire, c'est l'espèce d'illusion dans laquelle s'enferme le débat public en France. C'est-à-dire tout est en faux semblant, tout est en tout est illusion, personne ne dit la vérité, personne ne veut parler des vrais sujets. Finalement, tout le monde ment, alors soit par incompétence, soit par cynisme, soit par calcul politique. Et donc, pourquoi tout le monde ment? Voilà, c'est un mensonge, le problème des 60 milliards. Les 60 milliards que tout le monde répète sans arrêt, c'est de la communication, même de la mauvaise communication. D'ailleurs, il faut lire le rapport du Conseil supérieur des finances publiques, du Haut Conseil, des finances publiques, qui explique ça très très bien. Vous parlez des 40 milliards d'économies. Pour faire des économies, et pour les mesurer, il faut savoir par rapport à quoi on fait des économies. Alors, est-ce que ce sont des économies par rapport à la dépense de l'année dernière? Est-ce que ce sont des économies par rapport à la dépense de l'année dernière, plus l'inflation? Ou est-ce que ce sont des économies par rapport à une tendance théorique calculée par le ministère des Finances? C'est la troisième solution, en l'occurrence, qui a été retenue.
C'est-à-dire que on calcule, et le Haut Conseil dit, voilà, c'est calculé par rapport à cette tendance, sauf que cette tendance, on n'a pas les données pour vérifier sa fiabilité ou sa crédibilité. Donc, voilà, et selon qu'on décide que la pente est forte ou faible, les économies sont pas les mêmes, donc, tout ça est virtuel. Voilà, ces 60 milliards ne sortent en réalité de nulle part. C'est de la communication. Alors moi, je comprends très bien que le gouvernement fasse de la communication. Ce que je comprends moins, c'est que tous les acteurs du débat public reprennent en cœur ce chiffre de 60 milliards qui, en réalité, ne veut absolument rien dire. Non seulement dans son montant, parce que il y a 3 000 et quelques milliards de dettes, le déficit va atteindre peut-être 6%, un peu plus de 6% du PIB. Et pourquoi 60 milliards ? Pourquoi 60 milliards et où sont-ils ? Concrètement, est-ce que ces 60 milliards existent ? Certes, mais vous venez de le rappeler vous-même. 3 000 milliards de dettes, 6% de déficit. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que non, mais là, c'est pas une question de raisonnable. Ça aurait peut-être pu être 100 milliards, 80 milliards. Alors là, il faut peut-être interroger tous ceux qui ont gouverné depuis 1981. Vous y compris, vous avez gouverné aussi. Mais nous y compris. Alors après, il y a des raisons. Il y a eu des crises, il y a eu... on peut, bien sûr, la crise de subprime a coûté très très cher, voilà, mais elle aurait coûté si on n'était pas... Covid aussi, Henri Guénaud, celle du Covid aussi, sauf que... Il n'empêche qu'à un moment, face à la facture, on est bien obligé de payer nos factures. Oui, mais alors, ce qui me frappe dans ce débat... Une entreprise ou un ménage... Non, c'est pas une entreprise, c'est pas un ménage. Je sais, voilà. mais tout de même, la plupart des États... obligés de payer ses factures. La plupart des États ne remboursent jamais leurs dettes. Sauf exception, sauf quand il y a une croissance énorme pendant très longtemps, comme pendant les 30 Glorieuses, où on finit par... Sinon, les États roulent la dette devant eux, et petit à petit, elles fondent dans la croissance de l'économie, voilà. Et le problème se résout le plus souvent de cette façon. La première question que je pose, c'est qui peut croire que la France est au bord de ne pas pouvoir faire face à ces échéances, c'est-à-dire à la fois payer ses intérêts annuels et réemprunter ce qu'il faut pour rouler la dette. Je passe sur la façon dont on l'a géré, je pense même plus dont on l'a généré, mais dont on l'a géré. C'est-à-dire que quand les taux étaient très bas, par exemple, on aurait dû allonger considérablement la maturité de la dette. On l'a pas fait beaucoup. Mais justement, aujourd'hui, les taux montent, c'est quand même une réalité. Alors, tout ça, c'est fait. Plus qu'en Espagne ou en Grèce. Non, arrêtez. Pourquoi arrêter? Mais c'est sur les chiffres, c'est absurde, mais d'abord les chiffres là en l'occurrence sont d'une précision pas du tout chirurgicale, mais qui peut croire que même aujourd'hui, avec la situation de la Grèce, qui s'est améliorée, qui a fini par s'améliorer, avec des pertes de revenus et de niveau de vie qui ont été désastreuses, et des pertes de propriété d'actifs et d'indépendance terribles. Voilà, on pourrait reparler de l'état de la Grèce et de ce qu'on lui a fait. Mais qui peut croire que la France se trouve dans la situation de la Grèce au moment de la crise grecque, ou même dans la situation de la Grèce aujourd'hui, au regard des investisseurs internationaux? Non, mais qui peut le croire? C'est intéressant. Donc vous nous dites en fait... Non, mais c'est intéressant, je rebondis, j'aime pas couper les gens, mais que tout ça est une mascarade et qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème budgétaire en France. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Pas de risque en tout cas. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Attaqué par les marchés. Je n'ai pas dit. Mais le risque d'être attaqué par les marchés, il est pour tout le monde tout le temps. Voilà. Mais on va y revenir parce que le risque là, on l'a délibérément accru. En tout cas, on surestime le risque selon vous. Mais la France n'est pas en faillite. On entend partout, la France est en faillite. On entend, on est assis sur un volcan. La France n'est pas en faillite. Un ancien Premier ministre que vous connaissez bien, Nicolas Sarkozy. J'ai dit ce que j'en pensais à l'époque. J'ai dit ce que j'en pensais. Expliqué que la France était en faillite. François Fillon, pour pas le... Non, mais elle était en faillite. Elle était en faillite, vous vous rendez compte, d'être en 2007... Bon, dis donc, la faillite, elle me tarde à venir. Hein. La faillite, la vraie faillite. La faillite, c'est pas qu'on a un actif net négatif, ce qui n'est pas le cas de la France. Hein. La faillite, c'est que à un moment donné, ça arrive au moment où on ne trouve plus personne pour vous prêter de quoi faire face à vos échéances. Que vous êtes obligé, quelle que soit votre situation par ailleurs, de déposer votre bilan. Ça s'appelle la faillite. Vous faites défaut. La France n'est pas au bord du défaut. Il faut bien comprendre, le monde nage noyé dans les liquidités et dans l'épargne. Donc il faut qu'elle aille quelque part, cette épargne.
Et le risque français par rapport à beaucoup d'autres, que ce soit le risque anglais, que ce soit peut-être demain ou après-demain le risque allemand, dont la situation économique n'est pas bonne à long terme, que ce soit le risque grec, italien, espagnol, etc. Le risque français, plutôt comparé aux autres, est plutôt un bon risque pour un investisseur international. Bon. Les intérêts, c'est 50 milliards par an. Je crois que ça doit faire 1,6% du PIB. Donc, je veux dire, on n'est pas au bord de la faillite. Il y a un problème. Oui, il faut arrêter le cercle infernal de la dette qui croît sans arrêt parce qu'on n'a jamais voulu investir suffisamment pour aborder une nouvelle ère de croissance et la transformation de l'économie mondiale. Mais on n'est pas au bord de la faillite. Voilà. Et quand on dit je suis au bord de la faillite, quand on dit c'est grave, c'est très très grave, c'est extraordinairement grave, tout va s'écrouler, on va être là. Là, on commet une faute contre la nation parce que on inquiète les investisseurs. Il faut comprendre ce qu'est la finance. Quand un État émet des dettes, elles sont rachetées d'abord par des institutions financières. Alors là, les institutions financières qui ensuite les revendent sur le marché secondaire. Les institutions financières, elles le calculent, elles le réfléchissent, très bien. Mais c'est pas elles qui font les prix en réalité. Ceux qui font les prix, ce sont les marchés. Et les marchés, c'est quoi? Les marchés, ce sont des opérateurs qui gagnent de l'argent quand ils vendent avant les autres ou quand ils achètent avant les autres. Et donc, ils passent leur temps à se demander, non pas ce qui est vrai ou faux, non pas si la capacité des pays à rembourser est bonne, mais ce qu'en pensent les autres. Donc, on est sur des marchés qui fonctionnent à l'anticipation et où l'anticipation autoréalisatrice est toujours derrière la porte. Voilà. Donc, si vous dites tous les responsables passent leur temps à expliquer que la dette française c'est une dette pourrie, un actif pourri, comme on dit sur les marchés financiers, vous pouvez pas penser un instant qu'ils vont indéfiniment rester indifférents à ce discours. Donc, plus on a dramatisé, le premier effet de cette dramatisation, c'est qu'elle crée une situation dangereuse. Et cette situation dangereuse, elle n'a pas d'autre explication en réalité que l'espèce de communication débridée de tout le monde, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour l'opposition, la majorité, le centre, la gauche, les responsables économiques, les médias. Enfin, bon, si vous faites le tour du monde après pour vendre votre dette en disant je vous demande d'acheter ma dette, mais vous savez elle est pourrie, je pense que vous n'allez pas la vendre à un bon prix. C'est une prophétie autoréalisatrice. Mais ça crée le risque d'une... Deuxième problème, ça crée une espèce de panique dans la politique française, dans l'opinion. Et cette panique, elle ne permet plus de réfléchir. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi pour trouver ces 60 milliards dont on ne sait pas pourquoi ils vont résoudre le problème de la solvabilité éventuelle de la France, mais on crée de la panique. Il faut les trouver à tout prix. Voilà, vous allez sur un plateau de télé, vous discutez, vous écoutez les commentateurs. Il faut trouver. Et il faut trouver à tout prix par n'importe quel moyen. Ben non, parce qu'il y a des moyens qui finissent par coûter plus cher que l'argent qu'on trouve. Donc là, il y a... alors on veut faire payer 5 € pour entrer à Notre-Dame. Non, mais c'est absolu. Et vous savez ce qu'on a développé avec ce discours, on a développé une fois de plus la politique des boucs émissaires. Voilà. Alors, le bouc émissaire, c'est le fonctionnaire. On va en parler. En parler, Guénaud. Je vous promets qu'on en parle. C'est la deuxième pause. Nous aussi, on a besoin de faire rentrer un peu d'argent. Donc, il y a une courte pause et on poursuit la discussion en toute vérité après la pause. À tout de suite, Henri Guénaud, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Henri Guénaud pour... nous parlons des questions budgétaires, de ces 60 milliards d'économies et de hausses d'impôts recherchés par le gouvernement. Henri Guénaud, vous expliquiez qu'on était dans une forme de panique très exagérée par rapport à la situation de la France, et vous nous expliquiez juste avant la pause que le risque était de créer des boucs émissaires. Donc je suppose que par exemple vous êtes... Il y a deux risques. Oui. Il y a celui de créer une situation d'anticipation auto-réalisatrice sur les marchés financiers, et puis la panique, elle crée un second risque, c'est de faire n'importe quoi. Parce que si on fait n'importe quoi, on va pas faire rentrer tout l'argent qu'on pensait faire rentrer en condition qu'il existe vraiment dans les caisses de l'État. On va
tellement abîmé la croissance que, vous savez, les échéances, elles se règlent avec les revenus futurs. Et les revenus futurs, ils dépendent du taux de croissance de l'économie. C'est souvent qu'il y a beaucoup de hausses d'impôts, d'ailleurs, dans ces 60 milliards. On avait expliqué que c'était en majorité des économies. C'est pas le cas. On peut peut-être rentrer un peu dans le détail pour expliquer. C'est ce qu'a dit le Haut Conseil des finances publiques et qui se révèle de plus en plus, encore plus grave au fur et à mesure que le débat dans la panique continue de se dérouler, où chacun fait la politique des marqueurs, chacun vise sa clientèle. Et voilà, et le résultat, c'est ce concours l'épine sur la dépense publique et plus encore sur la hausse d'impôts, sur les prélèvements, est fantastique. Et là encore, on raconte absolument n'importe quoi. Enfin, dire par exemple que alléger diminuer les exonérations de charges sur les bas salaires, c'est une économie. C'est intellectuellement irrecevable. Alors je sais bien que les spécialistes des finances publiques ont inventé la notion de dépense fiscale. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, c'est tout ça en pensant que ça allait un peu canaliser les dépensiers. Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est des impôts supplémentaires et pour les entreprises. Je supprime une niche fiscale, une exonération fiscale, un allègement fiscal ou un allègement de charges, c'est un prélèvement. Oui. Voilà. Bon, et puis vous avez des économies qui se traduisent à la fin par des formes de prélèvement, ou en tout cas pour le citoyen, c'est la même chose. Vous désindexez les retraites. C'est comme si vous préleviez dans la poche des retraités. Vous augmentez le reste à charge sur les médicaments ou sur les consultations médicales. Il va être peut-être pris en charge en partie par les mutuelles, mais les mutuelles vont augmenter leur tarification. C'est exactement la même chose pour le contribuable qu'un prélèvement c'est du supplémentaire. pouvoir d'achat en moins pour les Français et c'est possiblement de la croissance en moins pour les entreprises. D'ailleurs, est-ce que ça ne va pas se traduire finalement par des prélèvements fiscaux en moins, parce que si l'activité je vous demande de préciser. C'est qu'on n'est pas sûr que l'argent qu'on a prévu dans anticipé rentre parce que tout simplement les individus réagissent. La consommation se porte pas bien. Bon, elle va encore moins bien se porter. Alors ça aussi, c'est un débat, la politique de l'offre, la politique de la demande. Toute politique économique normale est une politique à la fois de l'offre et de la demande. Voilà, prenez la question des investissements. L'investissement, c'est quoi? De l'offre ou de la demande? C'est les deux. C'est de l'équipement qu'on achète, c'est des constructions qu'on élève, et puis ce sont aussi des capacités de production qui grandissent. Voilà, donc tout ça cette opposition idéologique là qui oppose la majorité et l'opposition, elle est absurde. C'est-à-dire là, la consommation ne se porte pas bien non plus, et donc les prélèvements qu'on est en train d'inventer, là, on verra ce qui reste à la fin. Bien sûr, il nous faut un budget presque à tout prix, mais quand même, je veux dire, c'est le risque, et il a été pointé par beaucoup de gens, le risque, c'est que la croissance s'en trouve tellement ralentie, elle est déjà pas bonne, que ça finisse par coûter plus cher aux finances publiques que ça va leur rapporter. On peut pas avoir, le problème est qu'on ne peut pas avoir ce débat. Cela dit, je vous entends, Henri Guénaud, mais il y a quand même une dette qui est très spectaculaire, non mais pardon, et donc vous êtes contre les hausses d'impôts, c'est ce que je comprends, mais vous n'êtes pas spécialement pour les économies non plus. Est-ce qu'il n'y a pas forcément ce que fait le gouvernement, mais est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on pourrait économiser, je sais pas, 80 milliards de comités Théodule, c'est un peu populiste de le dire. Ça veut rien dire, mais enfin, est-ce qu'on a besoin du CESE, c'est le plus symbolique, mais il y a 36 000 organismes comme ça qui entretiennent les rentiers de la République, pardon, sans vouloir trouver de bouc émissaire. Oui, enfin, vous savez, dans l'économie de rente mondiale dans laquelle on se trouve, il n'y a pas que les rentiers de la République. Je sais bien, mais puisque c'est eux qui veulent faire des économies, peut-être qu'il faut qu'ils commencent par eux. On va vraiment résoudre le problème de la France en supprimant le CESE, qui est une façon pas forcément parfaite, mais et qui mérite peut-être d'être améliorée pour associer les représentants des forces vives et les gens qui ont dans leur carrière participé à la construction du pacte civique, du pacte social, etc. Voilà, qui n'est pas
qui n'est pas, à mon sens, inutile. Bon, de toute façon, il faut changer la Constitution. Je pointais ça, mais vu qu'on fait de toute manière des mesures comptables... ça ne fait pas 80 milliards. Non, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, il y a des économies à faire, toujours dans toute organisation. Bon. Sauf qu'il faut faire attention à chaque fois. Où est-ce qu'on les fait ? Il faut faire à chaque fois attention à ce que l'économie que vous faites ne finisse pas par vous coûter plus cher en dysfonctionnement de l'organisation. Et quand il s'agit de l'État, c'est une question majeure, parce que tout dysfonctionnement de l'organisation des services publics a des conséquences sur toute l'économie et toute la société. Donc, si vous arrivez à trouver, et il y en a comme dans toutes les organisations, des économies, il va falloir immédiatement les réemployer dans tous les secteurs du secteur public où on manque cruellement de moyens. Il faut arrêter de dire qu'il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de policiers, il y a trop de gendarmes, il y a trop de magistrats, il y a trop de Vous avez raison, mais c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a mis en place la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ce qui était probablement une erreur. Mais vous touchez du doigt, je pense que ce qui énerve les Français, c'est qu'il y a de plus en plus de prélèvements, de moins en moins de services publics efficaces. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne. Où va l'argent, La réponse n'est pas là. La réponse, vous ne résoudrez pas le problème de la dette. Je suis bien d'accord, mais où va l'argent du coup ? Non, mais moi je vais vous dire où va l'argent, et je vais vous dire d'où vient le processus qui évapore l'argent public. Pas évaporer pour tout le monde, parce que vous savez, la notion de prélèvement obligatoire, elle est très difficile à manier. Elle est très difficile à manier parce que je vous prends 1 euro ce matin et je vous le rends 1 heure après sur votre visite médicale, vos médicaments. Votre prélèvement, il est de 1 euro, mais votre prélèvement réel, dans les statistiques, votre prélèvement réel, il est de 0. Bon, donc il faut se méfier, et quand on regarde d'ailleurs les dépenses, non plus les prélèvements obligatoires, mais les dépenses obligatoires des ménages, et certains économistes l'ont fait, ils ont recalculé les dépenses obligatoires. Vous êtes aux États-Unis, vous payez votre retraite, vous n'avez pas la cotisation, mais il faut quand même faire votre retraite, il faut payer les études de vos enfants, l'assurance maladie, etc. Et à la fin, la France était le pays où la dépense obligatoire, c'est-à-dire prélèvement plus les dépenses qu'on est obligé de faire de toute façon, elle est très mal placée, mais les États-Unis sont à peu près au même niveau. Donc ça change complètement la vision des choses. Il y a une question de pacte civique, de pacte et de pacte social. Mais revenons un instant sur cette question. Le grand problème est celui de la redistribution. Le reste, l'État est à l'os. Voilà. Il est à l'os. Arrêtons de parler du train de vie de l'État. Il est à l'os. On prend la liste de toutes les professions où on ne trouve plus personne parce que les gens sont pas payés, où on a diminué les effectifs, et on s'est rendu compte que c'était une erreur qui nous coûtait très très cher. Parce que quand vous dites je diminue, je remplace pas un fonctionnaire par 2, d'abord on ne l'a pas fait parce que c'était infaisable. Vous l'avez annoncé avec trompette. Non, on en a fait 25% à peu près, un quart. Mais déjà on voit les conséquences de la police, notamment. Mais parce qu'il y avait une pression, c'est cette illusion de la politique comptable. La politique comptable est ce qui est en train de détruire l'État et de détruire l'économie. Voilà. Donc la politique comptable, c'est ça. J'ai mon petit tableau Excel, et puis je veux dire, je vais supprimer un fonctionnaire sur 2. Ou alors il y a une baisse d'élèves, du nombre d'élèves, donc je fais une règle de 3 et puis je vais baisser le nombre de profs comme on est en train de le faire. Alors même qu'il n'y a pas d'enseignants face à toutes les classes. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe. Si vous avez 5 élèves de moins par classe, ça ne vous fait pas économiser proportionnellement le même nombre de profs. Enfin, je veux dire, et on voit bien qu'on en manque et qu'en plus on est obligé de les recruter dans des conditions absolument honteuses, c'est-à-dire avec 10 minutes d'entretien. C'est absurde. Là, on tue la croissance à venir parce que faut mesurer l'effondrement de l'école. Mais d'où ça vient ? Il y a 900 milliards à peu près de redistribution. 900 milliards. Bon. Ces 900 milliards, alors on peut dire que le système est trop généreux. La vérité, c'est que le système est relativement généreux, de moins en moins, mais parce qu'il n'y a pas que le service public qui est en difficulté. Il y a aussi le fait qu'on
on rembourse de moins en moins, on aide de moins en moins. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'on a détruit l'économie et la société. Bon, en détruisant l'économie et la société, on a créé un nombre d'ayants droit et de victimes à indemniser. Et c'est ça la machine infernale qu'il faut absolument arrêter. Ça se fait dans la durée, en reconstruisant l'économie et la société. Et c'est, pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Pas en faisant des petites mesures comme ça du jour au lendemain, en faisant des économies là où les choses ne fonctionnent déjà plus. Regardez l'hôpital, je veux dire, vous pouvez pas à la fois dire, quand j'arrive aux urgences, c'est scandaleux, je vais passer 24 heures sur le brancard dans le couloir, et c'est scandaleux, et puis dire, ah bah oui, mais faut réduire les dépenses hospitalières. Alors on a créé, et vous savez ce qui a créé la bureaucratie qui coûte très cher, mais beaucoup moins cher quand même que les 900 milliards de différence. En fait, c'est le libéralisme qui voulait mettre toute l'économie et la société en pilotage automatique avec des normes, absolues. Voilà. Et puis d'autre part, les gens qui voulaient faire contrôler toute la dépense par des contrôleurs, donc c'est l'histoire des ARS ou de la bureaucratie hospitalière. Les médecins dépensaient mal, donc il fallait mettre des gens pour qu'ils dépensent mieux. Je suis bien d'accord. On va parler de la bureaucratie après, parce que ça peut être une piste d'économie quand même. C'est surtout, ou au moins une piste pour remettre l'argent pour le service hospitalier. Oui, mais ça va être, ça se fait pas du jour au lendemain. Les ARS, elles sont toujours là. On continue à détruire des hôpitaux. Je suis bien d'accord, mais si vous voulez, on en parle parce que c'est après la pause. Pour parler de la société et de l'économie. On va parler de la société, de l'économie, c'est promis. Après la dernière pause, c'est la dernière partie dans Toute Vérité avec Henri Guénaud. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Henri Guénaud. On parle des questions budgétaires. Henri Guénaud qui me dit on va rien comprendre, mais si on va comprendre. Henri, vous nous expliquiez que l'explosion des dépenses de redistribution était liée notamment à la destruction de la société par l'économie, oui. Et de l'économie. Par des politiques qui étaient des politiques absurdes, mais qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux, avec des sociétés qui sont fracturées de partout. Regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne, regardez la pente sur laquelle se trouve l'Allemagne, qui est une des sociétés les plus duales d'Europe. Voilà, allez voir en Espagne, allez voir. Bon, et si vous voulez, on ne rétablit pas l'ordre dans les finances publiques en appliquant une politique comptable aux finances publiques. On rétablit l'ordre dans les finances publiques en rétablissant l'ordre dans la société, dans l'économie. Voilà. Si on fait on adopte la première attitude, ce qu'on fait en réalité depuis des décennies, parce qu'on n'a pas le temps de faire le reste, parce que c'est trop compliqué, parce que ça heurte des conceptions idéologiques ou des visions du monde, que ce soit l'Europe, la mondialisation, sur lequel tout le monde est en train de revenir. Mais si vous faites ça, si vous faites la politique comptable des finances publiques, vous mettez encore plus de désordre dans l'économie et dans la société. Et donc, ce désordre, il se traduit, ça c'est le cas des politiques d'austérité, il se traduit par de nouveaux déficits, par de nouvelles dépenses de réparation, et on n'en sort pas. D'accord, Henri Guénaud, moi c'est un discours que j'entends parfaitement. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'horizon, on peut être tous d'accord là-dessus, d'horizon de redressement économique et social dans ce budget. On est effectivement dans des politiques comptables et court-termistes. Il n'empêche, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où on peut faire des économies? Vous le disiez avant la pause, la bureaucratie, les ARS à l'hôpital, ça continue. Donc, est-ce qu'on peut pas changer de logique? Ce sont les mêmes. Je suis bien d'accord. Ce sont les mêmes qui vous disent qu'il faut faire une politique comptable du budget. Les ARS et les ARH transformés, c'est Juppé en 95. Faut quand même se souvenir. Je suis bien d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait des économies. Comme ça, on fait pas d'économies. On fait le contraire. En mettant des ARS, on fait pas d'économies. Et on met du désordre dans l'économie, dans la société. Mais donc on peut supprimer les ARS. Combien nous a coûté le désordre qu'on a mis dans le système de santé, avec à la fois le numerus clausus beaucoup trop serré des médecins, parce que soi-disant les médecins ordonnaient trop de dépenses, donc pour diminuer la dépense médicale, il fallait moins de médecins. Voilà, maintenant on n'en a plus assez, on n'en a pas eu assez pendant la pandémie. Combien nous ont coûté la fermeture de lits et de capacités d'accueil pendant la pandémie? Mais des milliards. Enfin, il faut remettre les choses à la place. Vous voulez des économies? Vous savez combien nous a coûté sur 3 ans le bouclier électrique? 44 milliards.
Parce qu'on a dérégulé le marché de l'électricité à l'échelle européenne. Justement, est-ce que l'Europe, vous avez une autre solution, c'était de sortir du marché unique de l'électricité pour pouvoir vendre notre courant à notre prix, à notre coût de production. On a trouvé tous les arguments pour ne même pas ouvrir ce débat. Voilà. Donc, faut remettre les choses à leur place. Justement, cette destruction de l'économie et de la société que vous décrivez, quel rôle a joué l'Union européenne là-dedans et plus largement la mondialisation que vous avez évoquée tout à l'heure? La mondialisation, comme le disent un certain nombre d'économistes, je pense à Krugman, prix Nobel de l'économie américain, qui dans les années 90, il avait fait un livre qui s'appelait La mondialisation n'est pas coupable, et qui maintenant dit, nous les économistes, nous avons sous-estimé les effets délétères de la mondialisation sur nos économies et nos sociétés. Voilà. Et ça, on en paye le prix partout. Et c'est le problème américain. Voilà. Et c'est pas vrai qu'aux États-Unis. Donc, c'est fini, cette page, elle doit être tournée. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer, mais ça veut dire qu'il doit y avoir un degré de protection raisonnable pour éviter de mettre en concurrence des gens qui ont des niveaux de vie, des niveaux de protection sociale, ou alors qui sont trop divergents, trop différents. Voilà, sans parler, encore une fois, de l'indépendance et de la sécurité de nos approvisionnements. Mais si vous voulez, ça, c'est une révision complète. Alors, on y arrive petit à petit. Hein. On sent bien qu'il y a maintenant une demande de protection. Mais en même temps, la machine, elle continue quand même à tourner. On fait des traités de libre-échange. On est toujours... voilà. Mais des traités qui sont le Mercosur, par exemple, ça va accroître le désordre, notamment pour les agriculteurs français. Voilà, moi, je me souviens d'une réponse d'un président de la Commission européenne au président Sarkozy, puisque la France s'opposait au Mercosur. Enfin, tu vas pas sacrifier l'industrie européenne pour quelques poulets. Il fallait dire ça aux agriculteurs. Bon, si vous voulez, il y a quelque chose de fou. On se retrouve dans une situation, mais avec des gens que je trouve moins responsables ou moins intelligents qu'au début de la Troisième République. C'est-à-dire dans les années 1875, 1880, 90, où des gens qui étaient tous libre-échangistes, tous les républicains étaient libre-échangistes. C'était d'ailleurs, c'était la grande idée de l'époque. Hein. Ça avait commencé sous le Second Empire. On avait signé des traités de libre-échange. Et puis ils se sont trouvés en face d'une crise industrielle, d'une crise agricole, à cause de l'émergence à l'époque des nouvelles puissances industrielles, des nouvelles puissances agricoles. Et ils sont revenus à un protectionnisme modéré, contrairement à ce qu'on a pu dire, hein, et c'est pas ça qui a créé la guerre de 14. Hein, et ils ont investi massivement, au point d'ailleurs que la dette de l'État est montée à 120% quasiment du PNB à l'époque. Hein, et par l'investissement et par des protections raisonnables, ils sont arrivés à rétablir l'économie, à rétablir la société. On a construit des écoles, des casernes, des routes, des chemins de fer, des ponts, etc. Bon, des canaux. Vous savez, c'est le plan Freycinet, par exemple, pour les chemins de fer et les canaux. Et à la veille de la guerre de 14, la dette était redescendue à 30% du PIB. Bon, même chose en 44-45, où De Gaulle refuse l'option de la politique d'austérité parce que les gens avaient souffert pendant 5 ans de guerre, et où Monnet présente son premier plan en 1946. Et le directeur du Trésor à l'époque, on venait de créer la direction du Trésor, dit « C'est le premier dossier que j'ai eu sur mon bureau ». Ce plan d'investissement massif était une fuite en avant, puisque là, il y avait 45 à 50% d'inflation par an et le double du PNB en dette. Et il dit, j'ai néanmoins approuvé, on rêve, on se dit pourquoi on n'a plus de gens comme ça, j'ai néanmoins approuvé cette fuite en avant parce qu'elle était la seule façon pour la France d'échapper au malthusianisme. Et ça a marché. Ça a marché. Ça nous a permis d'entrer dans les 30 glorieuses. Et les 30 glorieuses nous ont permis d'éponger et l'inflation et la dette. Voilà. Non sans haut et sans bas à certains moments. Hein, mais la crise de 57, 58 est une crise de trésorerie, pas une crise voilà, pas une crise financière qui nous menait au désastre. Et dans un système qui était un système de change fixe. Mais... si vous voulez, on prend le problème par le mauvais bout. Et en le prenant par le mauvais bout, on ne fait qu'aggraver les choses. Voilà. Alors la solution, c'est quoi? C'est de laisser crever les gens qu'on a mis au chômage, qu'on a exclus de la société. Mais c'est plus possible. C'est de faire souffrir alternativement telle ou telle partie de la population. Voilà. Mais ça va durer combien de temps? Vous ne sentez pas parce que l'économie, c'est important, mais dans politique économique, il y a politique. Et derrière politique, il y a des gens. Il y a des gens, il y a une situation sociale, psychologique, mentale.
les gens, ils sont à bout pour la plupart. Donc, continuer à tirer sur la corde. C'est une formule qu'Alain Minc avait employée il y a quelques années. Il disait, on a trop tiré sur la corde. Ben oui, à force de tirer sur la corde, elle va casser la corde. Et elle est en train de casser dans toutes nos démocraties occidentales. Merci Henri Guéné, ce sera le mot de la fin. On ne s'attendait pas à vous voir citer Alain Minc pour terminer. On a trop tiré sur la corde, on verra les conséquences dans quelques mois. Peut-être on vous réinvitera pour en parler. Merci Henri Guénaud, et je vous laisse avec les informations et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.